va commencer en essayant de mieux comprendre ce que sont ces facteurs de risque qu'adressent les stratégies de prévention. Des facteurs de risque, je le disais, que l'on connaît mieux grâce à des études épidémiologiques et génomiques. Et on va commencer avec Isabelle Suryo-Mataram. But there were really three main reasons why then that study was done. So the first one is then the release of the new studies on diesel. So diesel causing cancer, and that brought a lot of discussion, especially in France, in terms of air pollution. So is it then diesel and air pollution are important for cancer in France? And then that two factors were not included, for example, in the previous studies. And then there was also another big study that came out that had a lot of discussion in France, especially as well, is then the release of study showing that red meat causes cancer. So then there was another discussion, is this really important in France? Because then in France, the prevalence, the proportion of people eating red meat was quite high. And should we be doing something about it? If you put all the nutritional factors together, diet, what you eat here in France, obesity, physical inactivities, and alcohol together, it was 17% of all of the cancer are caused by these factors. It's very close to smoking, which we think is very important. So that was really a big surprise of the study. Then in terms of changing lifestyle, it is difficult, but you see success story. What we need to be more patient probably in the impact of cancer, that it would take time. But changing people's behavior in France, I think it's more possible than what we think is possible. Les enjeux sont aujourd'hui en fait d'aller vers une estimation individuelle des risques tumoraux. Je prends l'exemple encore emblématique de BRCA. Aujourd'hui, on sait qu'une femme qui a une altération de BRCA1 ou de BRCA2, elle a un risque cumulé de cancer du sein dans l'âge de 80 ans qui est de l'ordre de 70%, sachant que c'est des estimations faites à partir de formes familiales de cancer. Donc c'est peut-être, si on prenait la population générale, ce serait peut-être un peu plus faible. Mais il n'empêche que certaines femmes auront un premier diagnostic à 30 ans, voire avant, et puis d'autres seront indemnes après 80 ans, alors qu'elles ont la même altération BRCA. Et cela nous dit qu'il y a des facteurs individuels modificateurs des risques, qu'ils soient génétiques ou non génétiques. Et on va retrouver les facteurs que nous évoquions au début de cette table ronde, les facteurs évitables, la place du tabac notamment. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits pour l'identification de ces facteurs de susceptibilité qui vont permettre, donc ces facteurs de susceptibilité, en fait, vous voyez, c'est pas le même terme que prédisposition. C'est-à-dire qu'un facteur de susceptibilité isolé, notamment je prends un facteur génétique, il y a des polymorphismes, chacun augmente très peu, n'a pas d'intérêt clinique, modifie très peu le risque tumoral. Mais la combinaison de ces facteurs de susceptibilité qu'on réunit de façon inappropriée dans ce qu'on appelle le polygenic risk score, eh bien, va pouvoir augmenter ou diminuer le risque tumoral d'un facteur 1,5 à 2, voire un peu plus, ce qui devient alors significatif. Et donc, aujourd'hui, ces études sont indispensables. C'est des études qui sont nationales, pas un seul laboratoire, pas une seule structure peut les mener. C'est forcément national, voire c'est international. Et là encore, je pense aux études menées par le groupe Génétique et Cancer, comme Genepso, GEMO, qui ont précisément pour vocation l'identification de ces facteurs modificateurs. Donc l'idée, c'est d'aller vers une personnalisation de la prise en charge, y compris pour des personnes qui ont déjà un gène majeur de prédisposition. Les principaux axes et populationnels, donc on a choisi les 3 P, c'est pas la médecine prédictive là, mais c'est les populations, nos professionnels et les patients. Voilà, donc c'est l'axe qu'on a choisi. Comment faire, effectivement, c'est la question qu'on s'est posée, que ce département ne reste pas à côté. Alors, tout simplement, comme on fait très souvent, on a demandé de façon transversale à avoir un lieu de réunion avec tous les métiers. On a des métiers dans les centres de lutte
bien sûr les oncogénéticiens pour certaines parties, bien sûr les oncologues médicaux, les oncologues en général, mais on a aussi d'autres disciplines intéressantes, des diététiciennes, des assistantes sociales, des psychologues qui, quand on parle de comportement, sont habitués à travailler sur des patients et là peuvent avoir aussi un intérêt à regarder l'aspect personnel ou population. Donc ça veut dire aussi un lien avec la médecine du travail. On a trouvé que c'était aussi important d'agir sur ces plans-là. Et en fait, ce que l'on retrouve, c'est la difficulté de l'articulation. C'est-à-dire que quand on est face à un système complexe et avec des interactions entre les différents acteurs, je pense que le véritable problème central, c'est l'articulation, comment articuler tous ces acteurs. Et justement, l'existence d'Unicancer peut être une valeur ajoutée et qu'il pourrait y avoir, après un accord collectif, d'abord une sorte de recommandation minimale de qu'est-ce qui doit exister dans tous les centres à minimal, voilà, la lutte contre le tabac, pour prendre un exemple, hein. Mais donc, il y aurait une sorte de définition de jeu minimum. Deuxièmement, ce que tous les acteurs de santé publique souhaitent, c'est l'existence d'une sorte de registre d'actions efficaces et d'actions inefficaces, plutôt que de recommencer quelque chose qui n'a pas marché, sauf si on a compris pourquoi ça n'a pas marché. Donc, Unicancer pourrait être le lieu à la fois de déclaration de programmes, un peu sous la forme des registres d'essais thérapeutiques, une sorte de registre d'essais de prévention, avec un suivi, avec des transferts, faciliter ce qui a marché dans un centre en ayant compris pourquoi ça marche vers un autre. Et puis également, mais je pense que tout ça a plus ou moins déjà été décrit par la note de juin 2020 d'Unicancer participative à l'orientation du programme décennal. Il faut, et je pense que c'est important, favoriser l'éveil et la connaissance de tous les soignants et non-soignants d'un centre de lutte contre le cancer à une connaissance minimale de ce qu'est la prévention, de ce qu'est les facteurs de risque, de ce qu'il faut faire. Les centres sont, comme l'a dit Simone, c'est quand même une infrastructure tout à fait intéressante où il y a des tas de professionnels qui peuvent participer à des actions de prévention. Après, bien entendu, c'est les associations. Alors, la Ligue, par exemple, à Montpellier, Épidor abrite la Ligue, il y a une convention avec la Ligue contre le cancer pour aller au-devant des territoires pour faire passer les messages de prévention. C'est bien sûr l'éducation nationale pour les enfants. Bien entendu, l'ARS, qui, elle, peut avoir aussi les financements. Et puis, toutes les associations. Là, on travaille aussi avec la Ligue départementale du sport pour le grand défi Vivez Bouger. Bien sûr, les CPTS. Et là, on a aussi un projet avec la création de CPTS qui vont se mettre en place pour travailler avec eux, donc avec là les acteurs de terrain, les soignants, hein, pas seulement même les médecins, mais les infirmières, les pharmaciens, etc., pour faire passer les messages de prévention. Après, il faut qu'il y ait une coordination. Et c'est là où ça peut être à l'intérieur du centre, ça peut être à l'extérieur, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une structure qui coordonne ça et, comme on l'a dit, qui puisse permettre d'évaluer aussi ces actions de façon... Voilà. Et ce que dit François Hésinger est tout à fait juste. Je pense que Unicancer peut avoir un rôle très important pour fédérer un petit peu toutes ces actions et qu'on ait une sorte d'échange, de bourse d'échange de tout ce qui se fait, ce qui marche moins et comment les améliorer.